Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est complexe, qui nous touche tous, je pense, à savoir la complexité d'investir dans un projet de transformation de sa chaîne logistique quand on connaît le sujet actuel. Alors c'est une question qui est évidemment très complexe, il n'y a pas de solution parfaite, mais ce que je vous propose, c'est de réfléchir et puis de vous présenter vraiment les points clés et les points d'alerte à vérifier systématiquement. Raté. Alors, pour ce faire, petite introduction, bien sûr, on repositionne le contexte ensemble. Ensuite, on va faire un gros point sur le calcul de retour sur investissement. Donc là, il y a une vraie méthodologie à avoir et c'est un outil clé et phare pour déterminer et sécuriser son projet. Ensuite, on s'intéressera aux indicateurs vraiment purement locaux, géographiques. Et puis, on regardera vraiment tout ce qui va être maîtrise des interfaces qui sont bien sûr très nombreuses sur ce genre de projet. Et puis, on terminera avec le petit mot de la fin. Alors, en introduction, ça, à nouveau, je pense qu'on en est tous assez conscients. On est dans un contexte actuel qui est assez compliqué pour se lancer dans ce genre de projet, qui peuvent constituer des investissements de 10 jusqu'à 100 millions d'euros, voire plus. Alors, d'une part, on va avoir une incertitude sur tout ce qui va être coût des matériaux. Alors, il y a eu un bump particulier au début de l'année 2022, qu'on ressent toujours. Et puis, pour les composants électroniques, on n'est toujours pas redescendu. Alors ça a bien sûr un impact sur les coûts. Également au niveau recrutement, pour ce qui va être de trouver le personnel de son installation logistique, puisqu'on sait qu'en France, il y a déjà 360 000 emplois manquants début 2022, donc ça ne s'est pas amélioré, donc c'est un vrai sujet, puisque sur ces plateformes logistiques, on a régulièrement besoin de beaucoup d'opérateurs. On a également une complexité au niveau du cadre légal qui est tout à fait justifié par le contexte actuel, réchauffement climatique, développement durable, qui va générer un lot de contraintes également dans le développement des projets logistiques. On pourra citer notamment la loi climat avec notamment l'objectif zéro artificialisation nette des sols d'ici à 2050, donc l'objectif étant de ne plus artificialiser les sols. Donc à terme, évidemment, un vrai sujet lorsqu'on souhaite développer de nouvelles plateformes logistiques. Et enfin, j'en ai parlé, les interfaces qui sont très multiples, puisque ce sont des projets systématiquement pluridisciplinaires, avec des notions process, bâtiment, maintenance, informatique, et j'en passe. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'éléments à cadrer. Et pour ça, je vous propose donc, comme je le disais, d'abord de faire un point sur le calcul de retour sur investissement et la méthodologie qui doit y être associée. Un deuxième point sur les indicateurs géographiques, et on reviendra ensuite sur les interfaces avec un focus sur les interfaces administratives, bâtiments et informatiques. Et enfin, je conclurai avec une dernière touche sur la simulation dynamique, qui est un outil précieux quand il s'agit de valider les engagements de performance sur un système. Alors, pour le calcul de retour sur investissement, vraiment, l'idée clé à avoir, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est notre méthodologie. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'avoir une méthodologie. Le plus important, c'est d'apposer de la méthodologie à ce principe. Il faut être cadré. Et donc, ce que je vous propose, eh bien, par exemple, c'est de commencer typiquement. On a une exploitation actuelle, des modes de fonctionnement, et c'est de bien faire l'audit, de comprendre quel est notre point de référence aujourd'hui, comment est-ce que je fonctionne. Une fois qu'on a posé cette base et qu'on va projeter nos données dans le temps, notre activité, on va pouvoir se donner une idée des scénarios d'évolution. Ok, est-ce que je veux mécaniser mon activité? Est-ce que je veux monter une nouvelle plateforme? Donc on va se poser plusieurs scénarios qui nous paraissent pertinents au regard de nos objectifs. Et ces scénarios, on va les qualifier particulièrement en termes de coûts et de performance associées. Où est-ce qu'on est capable de reposer notre saturation en termes de flux, en termes de capacité de stockage? Et ce sont ces éléments qui vont nous permettre de qualifier notre retour sur investissement, et c'est ce retour sur investissement qui va justifier, valider ou invalider un scénario par rapport aux autres. Alors gardons cette méthodologie en tête, on la met dans un coin, et on va la parcourir ensemble un peu plus de façon détaillée. Alors sur le point de référence, typiquement, ça peut être une maîtrise d'ouvrage qui se fait assister par une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour qualifier son activité. Quelle est la typologie de mes références, quelles sont mes couvertures de stock cibles, quel est mon schéma des flux, et comment projeter ces données dans le temps, à 2025, 2030, 2035, pour savoir quelle sera mon activité demain. Ça va nous permettre de dresser le fameux SWOT, avec les forces, les avantages, les faiblesses, les inconvénients, et sur cette base, on est capable de projeter notre stratégie. Ok, voilà, ça c'est mon objectif, c'est là où je veux aller. Une fois qu'on a posé cette stratégie, c'est vraiment la base, c'est essentiel. Et quand je dis point de référence, ça je le répéterai, c'est important, on parle de le mode de fonctionnement actuel, mais on continue bien sûr l'objectif à développer l'activité. Donc, point de référence, c'est on ne change pas le mode d'exploitation, mais on continue à faire de la croissance. Alors, comment définir nos scénarios d'évolution?
Pour le faire, on a plusieurs leviers. Donc, comme je le disais, le premier, c'est la croissance, avec un point, donc elle va être motivée par des nouveaux points de vente, étoffer son catalogue de références, le service au client qui peut être modifié ou la couverture de stock, donc ce genre d'éléments. Avec un point d'attention toutefois, si on parle de projet d'automatisation, alors c'est pas toujours le cas, mais lorsqu'on a de l'automatisation, il faut bien avoir en tête que c'est possible, ça peut être des projets qui sont très longs, jusqu'à 3 à 5 ans. Donc il est vraiment important de projeter sa croissance à minima à cet horizon pour que le design du futur concept réponde aux attentes lorsqu'il sera mis en production. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça peut être de définir un niveau de mécanisation. Alors là, on a plusieurs choix. On peut aller du conventionnel jusqu'à l'automatisation, en passant par la mécanisation. Alors la petite subtilité, c'est que mécanisation, c'est d'avoir une assistance mécanique, mais un pilotage humain, je dirais. Donc par exemple, un chariot élévateur, c'est de la mécanisation par rapport à se balader avec sa palette à pattes. Et si on va jusqu'à l'automatisation, là, on a vraiment une notion de pilotage informatique, d'intelligence informatique. Le fournisseur, par exemple, parlera de WCS. Donc là, mes degrés de liberté, on va pouvoir choisir une solution par rapport à une autre, bien sûr au niveau de l'investissement, puisque plus on va automatiser et plus les coûts liés vont être importants, mais également en termes de performance unitaire. Bien sûr, quand on automatise, la performance unitaire au poste est bien plus importante et donc on a besoin de moins d'opérateurs pour réaliser une même tâche. Ensuite, les autres degrés de liberté, ça va être typiquement les fonctionnalités, donc on peut choisir plusieurs fonctions, et le système de contraintes existant. Là, bien sûr, pas de généralité, ça dépend du projet. Je vais vous donner un petit exemple. Si on imagine un stockage palette, voilà, je veux stocker des palettes, j'ai plusieurs choix. Je pourrais les mettre sur un paletti conventionnel, dans un shuttle palette avec des cadeaux en multi-profondeur ou dans un transstocker. Voilà, ce sont 3 options parmi d'autres. Une clé de décision, ça peut être, si ma couverture de stock est très importante, une solution multi-profondeur aurait du sens pour pouvoir densifier au maximum le stockage. Donc là, on va aller vraiment chercher une fonctionnalité, le multi-profondeur, et donc un shuttle palette aurait du sens. Par contre, si je suis dans un bâtiment qui est déjà existant, je sais que mon bâtiment il est à 12 mètres, je ne peux pas faire autre chose, je veux l'utiliser. Là, on va éviter typiquement la solution transstocker classique en tout cas, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas le rentabiliser à cette hauteur-là. Donc voilà, ça ce sont des clés de décision. Et une fois qu'on a joué avec tous ces degrés de liberté, on va pouvoir définir nos scénarios. Alors, comme je vous le disais, on a le point de référence. Donc le point de référence, c'est mon exploitation actuelle. Donc dans cet exemple, on serait exploitation conventionnelle, paleté classique. Et par contre, on va poursuivre la croissance. D'accord? Donc plus de volume. Peut-être que ça va se traduire par du débord parce que je suis limité sur le site. Ça, on le prend en compte. Derrière, on va avoir nos schémas d'évolution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mécaniser, on pourrait automatiser, on pourrait retenir la solution technologie A, technologie B. À chaque fois, ce qui est essentiel, c'est de qualifier les coûts qui y sont associés, donc par les ETP, la surface requise, le seuil de saturation, jusqu'où avec cette solution on va être capable de repousser la saturation de nos sites. Je parle de saturation en flux ou en capacité de stockage, et les investissements donc, qui sont associés. Donc pour le point de référence, je mets investissement entre parenthèses, puisque généralement ça va être juste par exemple racheter quelques chariots élévateurs pour pouvoir continuer la croissance avec le mode d'exploitation existant. Donc ça va nous donner toutes les billes qui vont nous permettre de calculer le retour sur investissement. Donc si on va dans un petit peu plus de détails, ça va être nos ETP, les équipements, le foncier, l'énergie, le débord, le manque à gagner lorsqu'on est à la saturation. Le manque à gagner, j'y reviendrai juste après. Et côté investissement, process, bâtiment, informatique, maintenance, projet, vraiment l'ensemble du périmètre. Et enfin, surtout, ne pas oublier le coût de l'assurance et du crédit, donc du financement. Maintenant, le jeu, c'est que tous ces éléments, il va falloir les répartir dans 2 catégories. Ce qui est investissement et ce qui est charge. Alors, les investissements, c'est assez clair, les charges aussi, on a quelques éléments qui sont dans une zone intermédiaire, les équipements par exemple, puisqu'on peut aussi bien louer qu'acheter un chariot élévateur, le foncier, puisqu'on va acheter un foncier ou pas si on a déjà un bâtiment existant, et derrière il y a une taxe foncière, et la maintenance, et ça c'est un pôle de coût assez critique, puisqu'on va avoir d'une part l'achat du lot de pièces initiales par exemple, de rechange, et d'autre part, côté charge, on va plutôt avoir tout ce qui va être les ETP maintenance et le renouvellement des pièces de rechange. Pour les charges, point d'attention également, quand on calcule le retour sur investissement, chaque année, les charges ne vont pas être fixes puisqu'on est soumis à l'inflation, à l'augmentation des salaires et éventuellement à la croissance de l'activité, dans le cas où on aurait défini notre concept sur une base de design au-delà qui repousse la saturation, au-delà du point de mise en fonctionnement. Je m'explique, si l'installation est prévue pour rentrer en fonctionnement en 2025
mais que j'ai basé mon design sur une production à 2030, eh bien, il va y avoir une croissance, donc bien sûr, on ne va pas charger l'installation à 100% de TP à sa mise en production. Donc tout ça, il faut l'intégrer bien sûr dans le calcul, donc les charges vont évoluer au fil des années, et on y arrive enfin, je vous rassure, on calcule notre retour sur investissement. Donc là, c'est un graphe purement template pour présenter le concept. Donc on va comparer dans cet exemple notre point de référence avec un scénario de transformation de la chaîne logistique. Donc on voit que le point de référence, on a très peu d'investissement. Là, dans ce scénario de transformation, on investira à peu près 30 millions et on atteint un ROI, encore une fois dans cet exemple, au bout de 5 ans. Alors, cette donnée, elle est importante et bien sûr, on parle depuis le début de sécuriser le projet d'intralogistique, de transformation de la chaîne logistique. Comment le faire? Eh bien, le plus simple, c'est de ramener le plus possible le ROI vers la gauche du graphe, c'est-à-dire au plus tôt, puisque toutes ces données sont bien sûr projetées, donc ont une certaine incertitude, et plus le retour sur investissement intervient tôt, et plus on s'évite les éventuels aléas qui pourraient se produire entre deux. Donc comment le faire? Encore une fois, pas de solution toute faite qui répondrait à toutes vos problématiques, mais je vais vous présenter quelques clés vraiment intéressantes, des points en tout cas à contrôler. Déjà, le premier, si on parle d'automatisation, dans le cas de l'automatisation, il est vraiment crucial de joindre l'automatisation du stockage et de la préparation. Ça, c'est vraiment pertinent parce qu'en fait, ça va vous permettre de réduire les ruptures de charge. Si on n'automatise qu'une partie, il va y avoir une rupture de charge supplémentaire. Quand on a l'automatisation, ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui vont rentrer des charges dans le système et les sortir à un moment donné. Plus on globalise le périmètre d'automatisation et plus on réduit ces ruptures de charge et donc les coûts associés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de comment est-ce que vous dimensionnez votre seuil de saturation. Donc, comme je l'ai dit, si on prévoit d'ouvrir la plateforme en 2025, par exemple, on peut décider que son dimensionnement nominal, ce soit la production à 2025. Dans ce cas-là, on va avoir un investissement minimal, entre guillemets, et donc qui va ramener le ROI vers la gauche, donc qui va sécuriser le projet. Toutefois, on pourrait choisir de dimensionner la plateforme en 2035, qui va pouvoir donc accueillir une croissance supplémentaire et donc une production supplémentaire. Alors là, bien sûr, on repousse le ROI. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir creuser l'écart entre les deux courbes, puisqu'en fait, l'écart va continuer à se creuser, en tout cas la pente entre les courbes, au-delà du retour sur investissement, puisque la centrale va continuer à accueillir de l'activité. Donc, dans un cas, on sécurise son projet, dans l'autre, on peut maximiser les économies post-ROI. Donc là, c'est un arbitrage à faire, bien sûr, en fonction des objectifs. Troisième point, je l'ai évoqué rapidement avant, la maintenance. Ça, c'était vraiment un poste de coût qui peut être très important et aussi une source d'aléas très importante. Une installation, en particulier si on parle d'automatisation, présente un risque élevé si la maintenance n'est pas bien opérée. Donc ça, c'est crucial de cadrer la maintenance et de viser une signature du contrat de maintenance en même temps que la signature du contrat de fourniture de l'installation de process. Ça, c'est vraiment un point clé. Et dernier point pour cette slide, je l'ai évoqué pareil au début, être attentif bien sûr au contexte actuel, au coût, et donc ça va se traduire par exemple au niveau des investissements, coût des matériaux, on sait qu'en début 2022 on a eu un sursaut pour tout ce qui va être matériaux acier, donc en fait cet impact on le ressent toujours puisque les fournisseurs ont acheté du stock en 2022 et donc doivent toujours l'écouler, donc c'est un impact qu'on ressent encore, et côté composants électroniques on n'est toujours pas redescendu. Pour l'inflation, on a évidemment aussi un impact sur le coût du crédit. Donc de ce côté-là, il faut faire attention. Alors bien sûr, l'idéal c'est de trouver le meilleur créneau pour investir, mais il est aussi important d'avoir en tête le coût de ne pas investir. Et c'est ça dont je voudrais parler en 2 slides rapidement. Je vais m'expliquer. Donc projetons-nous dans un scénario où voilà la croissance que je souhaiterais avoir dans le temps en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, constat, mes sites actuels ne me permettent pas de réaliser cette croissance puisque je sais que je vais saturer en termes de flux ou de capacité de stockage à ce niveau-là. Bon, si on reprend ce qu'on s'est dit juste avant, 2 possibilités. Soit je continue d'exploiter et puis à terme, je vais aller chercher du débord par exemple pour pouvoir continuer. Ou alors, je réfléchis à un projet d'automatisation ou de développement d'une nouvelle centrale. Bon. Dans les 2 cas, je trace mon calcul de retour sur investissement, ça va me permettre de relever la saturation et le calcul va justifier un choix par rapport à l'autre. Maintenant, le cas qui va également se présenter trop souvent, c'est que je ne vais pas investir parce que le contexte ne s'y prête pas, parce que le risque me paraît trop grand. Dans ce cas-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en n'investissant pas,
eh bien, toute cette croissance, je ne vais pas la produire. Donc, ce sont autant de commandes que je ne vais pas réaliser et de chiffre d'affaires que je ne fais pas rentrer. Donc, pour le caractériser, prenons un planning projet où on déciderait donc d'ouvrir de mettre en exploitation une plateforme logistique en 2026, ce qui correspond à l'atteinte de la saturation de mes sites existants. Eh bien, si je réalise ce projet, que je le mets en œuvre, je vais pouvoir, après 2026, poursuivre ma croissance, donc soit par l'utilisation de cette plateforme, soit si je n'ai pas voulu la réaliser par le coup de débord. Et en réalisant la plateforme, eh bien, je vais réaliser aussi, suivre mon retour sur investissement, et en atteignant le retour sur investissement, je réalise des économies annuelles. Dans cet exemple, quelques millions. Maintenant, imaginons que le contexte ne s'y prétend pas, je décide de retarder mon projet de 1 an. Et bien, ce faisant, la saturation va toujours arriver en 2026, il n'y a pas de raison que ça change, je crois de la même façon. Par contre, mon installation ne sera disponible qu'en 2027. Et bien, dans ce cas-là, après 2026, blocage de la croissance. Donc, soit j'achète du débord, soit je ne produis simplement pas ce que j'avais prévu de produire. Donc, dans ce cas-là, manque à gagner. Donc, c'est important de connaître son coût colis pour avoir une idée de ce que ça représente en termes de coût. Et côté ROI, bien sûr, le ROI interviendra 1 an plus tard, puisque l'installation ne serait mise en production que 1 an plus tard. Et dans ce cas-là, en fait, ces économies, donc on parle de quelques millions dans cet exemple, eh bien, on ne pourra les toucher que 1 an plus tard. Donc il y a vraiment un coût aussi à ne pas investir, et donc alors, le choix évidemment peut être parfaitement justifié d'investir ou de ne pas investir, mais c'est important d'avoir le périmètre global et de vraiment regarder tout le panorama. Voilà pour le calcul de ROI. Maintenant, une passe rapide sur les paramètres géographiques, puisque quand on décide d'installer une plateforme logistique, eh bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, et notamment où est-ce qu'on voudrait la positionner. Alors, un gros sujet, évidemment, c'est la disponibilité du bassin d'emploi en France, qui est très inégal. Donc, de ce côté-là, quelques points clés à regarder, bien sûr, où sont les demandeurs d'emploi, quelle est la part d'ouvriers et quels sont les salaires associés. Alors, il y a 2 cas très simples. Le premier, c'est si la main-d'œuvre est très disponible et que son coût est modéré, on va privilégier des solutions conventionnelles, parce qu'on sait qu'on pourra assez facilement largement réduire le CAPEX, donc le coût d'investissement, et qu'on arrivera à maintenir des charges modérées. Par contre, à l'inverse, si la main-d'œuvre est très peu disponible, que ses coûts sont très élevés, dans ce cas-là, on va privilégier l'automatisation qui va nous permettre de poursuivre la croissance et donc d'avoir un investissement, mais qui sera facilement rentabilisé via le calcul de ROI qui sera démontré. Alors bien sûr, il y a toute la zone grise intermédiaire, on a une condition, pas l'autre, et donc là, il n'y a pas de solution toute faite, mais c'est vraiment essentiel de regarder ces indicateurs quand on souhaite se positionner. Le deuxième point, qui est tout aussi clé, c'est la desserte logistique. Quand on monte une installation, il est clé de vérifier qu'on va pouvoir réaliser sa desserte, que ce soit par le trafic routier ou éventuellement portuaire fluvial, mais également la desserte pour les employés, l'accessibilité. On aura déjà vu des cas où une installation s'est positionnée à un endroit parfait de desserte logistique, gros nœud autoroutier, mais trop loin pour les opérateurs, et donc grosse difficulté de recrutement et finalement des gros problèmes d'exploitation, parce que impossible d'avoir les opérateurs pour faire tourner la centrale. Donc ça, en général, on le fait passer par une analyse de barycentrage. Donc dans cet exemple, on regarde le flux routier, on voulait positionner 2 barycentres, 2 sites automatisés de distribution des produits aux clients. Donc tous les petits points, ce sont les points de vente. Et vous avez donc un barycentre qui desservirait Paris et le nord de la France, et l'autre le reste de la France. Et donc dans ce cas-là, on s'assure une desserte optimale. L'autre point, c'est de vérifier qu'on ne s'installe pas à un endroit où on n'a pas le droit de s'installer. Alors c'est un peu bête, mais il faut le vérifier. Donc bien sûr, les espaces protégés, mais également la notion de servitude. On parle de servitude militaire, aéronautique, également pour les lignes à haute tension. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut vérifier. Donc par exemple, ici, je vous trace, si on se pose du côté de Bordeaux, on a des zones protégées, mais également des aérodromes. Et particulièrement lorsqu'on souhaite faire des bâtiments en grande hauteur, il y a des contraintes assez fortes à proximité des aérodromes. Donc ça, c'est vraiment des points à surveiller. Et également, bien sûr, en grande hauteur, toujours vérifier quelles sont les contraintes imposées par les plans locaux d'urbanisation. Donc voilà pour les indicateurs géographiques. Maintenant, un petit point sur la maîtrise des interfaces. Alors les interfaces sont très nombreuses dans ces projets, on est sur des cas très pluridisciplinaires. Alors, je vais faire juste un focus sur bâtiment, administratif et informatique. Et d'ailleurs, pas dans cet ordre-là. Alors, si on commence par administratif, beaucoup de sujets, je ne pourrais pas tous les couvrir, donc j'ai décidé de faire le focus sur les 2 points qui me paraissent les plus importants. Le premier, c'est le choix de l'assureur. L'objectif de l'assureur, c'est de garantir à tout prix
le maintien de la production. Et le constat, c'est que bien souvent, ce que l'assureur va imposer est plus contraignant que la réglementation ICPE. Donc le choix de l'assureur va être extrêmement dimensionnant dans le coût et les délais de réalisation de vos projets. Donc ça, c'est vraiment clé, et en particulier, ça a un impact sur le choix du référentiel pour tout ce qui va être sprinklage et sécurité incendie, où on pourra osciller entre APSAD, NFPA et FMG, les deux derniers étant les référentiels américains. Le deuxième point, il est au niveau du planning. Donc donnons-nous un petit planning pour échanger. Donc imaginons qu'on arrive sur la fin de nos études process et bâtiments. Ce qu'on sait, c'est qu'on est généralement capable de terminer toutes les phases d'études process et bâtiments à peu près en même temps que la fin de l'examen et l'enquête publique du dossier unique, donc dossier environnemental et permis de construire. Et là, reste souvent ces 4 mois de recours des tiers. Alors, ce qu'il faut savoir, et là c'est encore une fois un arbitrage, mais c'est important de le savoir, c'est que la maîtrise d'ouvrage pourra décider de contractualiser la commande auprès des fournisseurs avant la fin du recours des tiers. Alors bien sûr, il y a potentiellement un risque, donc ça il faut l'évaluer. Le gain, c'est 4 mois sur le planning, et 4 mois sur le planning de production, ce n'est pas négligeable, et le risque à évaluer, c'est potentiellement un dédommagement des fournisseurs, donc à voir selon les clauses contractuelles, en cas de problème au niveau de la phase de recours des tiers. Donc là, vraiment un arbitrage, un risque à cerner en fonction du projet. Pour ce qui est de la partie interface bâtiment, donc l'interface entre le process et le bâtiment est permanente et très importante dans les installations de process de plus en plus. Le premier point, si on prend le projet très en amont, ce sont les études géotechniques. Alors l'impact bien sûr de la qualité des sols sur le dimensionnement et l'implantation des bâtiments est critique et peut avoir donc bien sûr un impact sur les coûts et les délais associés. Cette étude, il faut la réaliser dès l'obtention d'une promesse d'achat. On n'a pas forcément besoin d'avoir acheté le foncier pour réaliser l'étude. Une promesse d'achat suffit généralement. Et bien sûr, côté maîtrise d'ouvrage, il est préconisé de l'ajouter aux conditions suspensives de la promesse, puisque en cas de pépin comme ça, c'est plus facile de se rétracter. Donc ça, c'est le premier point, parce qu'on a vraiment un impact coût qui est très important, et surtout, il faut le prendre très en amont. Et le deuxième, si on revient sur notre planning, 2 sujets. Le premier, et celui-là me paraît particulièrement important, c'est de mutualiser, de synchroniser la signature des contrats de process et de bâtiment. La fourniture des contrats de process et bâtiment doit être vraiment synchronisée. Ça, c'est clé, puisque si la signature se fait, la maîtrise d'ouvrage a trouvé une entreprise pour le bâtiment et signe un contrat, puis ensuite s'intéresse au process, eh bien, l'acteur qui arrive en dernier va avoir des contraintes, des spécifications, des éléments qui vont être en interface. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Il y en a toujours. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons le process va devoir installer une mezzanine. Mais généralement, c'est la partie bâtiment qui va installer l'éclairage. Donc il y aura forcément des contraintes et des spécifications qui vont se recouper. Ou pareil sur la planéité de la dalle. Alors là, dès qu'on monte en grande hauteur, c'est systématique. Les contraintes sur la planéité de la dalle sont très particulières et données par le process. Donc c'est important que les 2 acteurs puissent définir ces interfaces au même moment. Le deuxième point, il est lié, c'est les MADA, donc les fameuses MADA, mise à disposition anticipée, qui de la même façon interviennent à cause de ces interfaces, enfin, dû à ces interfaces. L'objectif étant, pour le bâtiment, de passer la responsabilité au fournisseur de process pour lui permettre d'intervenir dans les cellules avant la réception de l'ouvrage bâtiment. Et ça va intervenir pareil pour les mezzanines. Donc, mettons, je vous donne l'exemple des mezzanines, mais il y en a plein. Le fournisseur de process va devoir venir dans le bâtiment qui n'est pas fini pour installer sa mezzanine, et le fournisseur de bâtiment va devoir arriver derrière pour réinstaller l'éclairage. Donc on a systématiquement besoin de ces MADA. Elles arrivent de plus en plus tôt dans les projets, généralement 1 à 6 mois avant la réception bâtiment, et elles sont souvent multiples. Donc ça, pareil, il faut les cadrer le plus tôt possible dans le projet. Donc voilà pour les interfaces bâtiment. Et un dernier point sur les interfaces informatiques. Alors, vous connaissez ou pas d'ailleurs la pyramide du CIM, qui est vraiment le schéma type de la structure informatique d'une entreprise. Donc tout en haut, on va avoir les outils décisionnels de business management, le RP, donc ça c'est systématiquement côté exploitant. Et de l'autre côté de la pyramide, on va avoir tout ce qui va être pilotage des automates, par exemple. Donc ça qui est fourni par le fournisseur de process. Et entre les deux, on a une zone grise qui est le WMS, qui va être la gestion des stocks, le pilotage des entrepôts, la gestion des commandes, et qui peut aussi bien être du côté de l'exploitant que du côté du fournisseur. Alors, pour l'exploitant, idéalement, le WMS devrait être gardé de son côté, puisque ça lui permet d'avoir la meilleure maîtrise de son activité.
Maintenant, la fourniture d'un WMS par un fournisseur peut aussi être pertinente. Le seul point important, c'est que l'exploitant doit vraiment évaluer son risque à perdre son autonomie sur la brique WMS. Voilà, c'est le point d'attention que je voulais soulever. Un petit point sur la simulation dynamique. Donc, on arrive au bout de la présentation. On a sécurisé notre investissement, nos enjeux locaux, toutes nos interfaces du métier. Et il nous reste une petite incertitude. Le projet nous paraît bien, mais on n'est pas sûr que le concept permette d'atteindre les performances. Dans ce cas-là, la simulation dynamique, ça peut être un outil vraiment pertinent pour répondre à cette question. La méthodologie est assez simple. D'abord, on va analyser le concept qui est proposé. Ensuite, on va le modéliser sur une maquette numérique. Et grâce à cette simulation dynamique, donc bien plus fiable qu'une simulation statique, on va pouvoir qualifier la performance qui est atteinte, où sont les goulots d'étranglement et éventuellement les pistes d'optimisation. Alors ça, c'est en phase amont. Maintenant, il faut aussi savoir que la simulation, on l'utilise régulièrement a posteriori. Donc imaginons une centrale qui tourne depuis quelques années et puis constat, on n'arrive pas à atteindre les performances, l'objectif de performance. Bien, dans ce cas-là, on peut également faire appel à la simulation pour modéliser le concept qui a été proposé et bien justement aller chercher ces goulots d'étranglement et surtout tester les pistes d'optimisation sur la maquette numérique, ce qui est bien moins coûteux que de les réaliser en réel sans garantie de résultat. Donc voilà pour la simulation. Le mot de la fin, je vous l'avais promis, on en parle depuis le début, c'est la sécurisation. Alors la sécurisation de la transformation de la chaîne logistique. Pour y arriver, 3 briques. La première, le calcul du ROI. Lui va permettre de sécuriser l'investissement. La deuxième, la vérification, validation des indicateurs géographiques clés. Eux vont permettre de pouvoir valider et sécuriser les enjeux locaux. Et la troisième, c'est la maîtrise des interfaces globales du projet qui vont permettre de sécuriser le périmètre complet. Donc en intégrant le process, mais également le bâtiment, l'administratif, la maintenance, le juridique, etc. Et c'est avec toutes ces briques qu'on arrive, même dans le contexte actuel, je vous assure, à sécuriser ces projets de transformation de la chaîne logistique. Je vous remercie. Alors j'ai peut-être le temps pour quelques questions. Je vais partir du principe que j'ai été extrêmement clair. En tout cas, n'hésitez pas, si une question vous vient après, je suis au stand de Artelia en M035, juste à côté. Je vous souhaite une excellente journée.